Dans les pharaons d'Égypte est apparue une civilisation mystérieuse. On ne connaît pas son origine. Elle a vécu dans les Balkans, entre le Danube et la mer Égée, principalement dans l'actuelle Bulgarie. Puis, elle a disparu il y a 2000 ans. Cette civilisation continue aujourd'hui de nous livrer ses trésors fabuleux et de bouleverser notre connaissance de l'histoire de l'humanité. En 1972, sur les bords de la mer Noire, près de Varna, fut effectuée l'une des découvertes les plus sensationnelles du XXe siècle. Une nécropole datant de 4500 ans avant Jésus-Christ, contenant plus de 300 tombes. Elle dévoile les plus vieux trésors en or jamais retrouvés. Plus d'1 millier de diadèmes, de parures, de bracelets, des bijoux en os et en coquillages, des appliques ainsi que des outils en cuivre accompagnent les morts dans les tombes. On retrouve aussi des pictogrammes, premier pas vers l'écriture, ainsi que des vases d'argile qui forcent l'admiration par leur facture et leur décoration. Certaines de ces tombes ne contiennent pas d'ossements. Ce sont des tombeaux symboliques appelés cénotaphes. Dans l'un d'entre eux, cette représentation en argile d'un visage humain a été retrouvée. On reconnaît le front orné d'un diadème, les oreilles avec des anneaux, les yeux et la bouche figurés par des plaquettes d'or. C'est une société structurée en 3 classes sociales avec de nombreux notables dans les tombes desquelles on trouve des objets en or finement ouvragés. Cette découverte nous livre aussi des questions sans réponse. Quelle est cette civilisation énigmatique et fascinante? Comment ont évolué ces populations par rapport à l'ensemble de l'espace européen? Comment était organisée leur vie matérielle? Ce qui s'est passé dans cette région est fondamental puisque c'est là que vont être inventés l'agriculture et l'élevage, les premiers villages sédentaires et donc les premiers paysans, et que l'on passe d'une civilisation de chasseurs-cueilleurs à une civilisation d'éleveurs et d'agriculteurs, qu'on voit apparaître les premiers villages sédentaires et puis un peu plus tard les premiers villages fortifiés, la guerre, le début de la hiérarchisation sociale. Et puis ces phénomènes continuent à évoluer, les populations se différencient progressivement les unes des autres, et donc on va voir apparaître les traces sur le territoire de l'actuelle Bulgarie, les Celtes à l'ouest, les Germains au nord, les Grecs au sud, etc. La première étape, c'est l'apparition de l'agriculture et de l'élevage dans un certain nombre de points du monde, 6 ou 7 pas plus, indépendamment les uns des autres et entre 5000 et 10 000 ans avant notre ère. Les maisons qui vont être construites il y a 8000 ans sont des maisons qui ensuite ne changeront pratiquement pas jusqu'à nos jours. Ce sont des maisons rectangulaires ou carrées, à 2 pièces, construites en pierre ou en terre. Et l'agriculture proprement dite repose sur le blé et l'orge, qui sont des espèces qui n'existent à l'état sauvage qu'au Proche-Orient et qui seront donc domestiquées il y a 9-10 000 ans au Proche-Orient et qui sont apportées en Europe. Et de même, les moutons et les chèvres n'existent à l'état sauvage qu'au Proche-Orient et seront également importés en Europe il y a à peu près 8000 ans. Et ce mode de vie là, avec ces maisons rectangulaires, le blé, l'orge, les moutons et les chèvres, va durer pratiquement jusqu'à nos jours. Au milieu de la maison, on trouve un four du même type que ce que l'on peut trouver encore dans cette région, dans les maisons traditionnelles, qui servait à cuire la farine, la viande, l'ensemble de l'alimentation. Et puis il y a des traces de foyers qui servaient au chauffage, puisque c'est une région où il peut faire assez froid encore l'hiver. Et toutes ces techniques-là vont se retrouver pratiquement inchangées jusqu'à nos jours. D'après des sources antiques, la population thrace est composée de différentes tribus,
avec ses forteresses, ses temples et ses rois prêtres. Ce qu'ils avaient de commun dépasse l'organisation d'un État, leur donnant la spécificité thrace, la langue, les croyances, l'esprit dominant leur acte, leur respiration et leur vie spirituelle. Pour nous, archéoastronomes, la position du rocher principal, taillé d'une façon particulière avec un relief précis, placé exactement pour que les rayons du soleil passent le jour du solstice d'été et le jour de l'équinoxe, prouve que ce site est sans aucun doute un lieu de culte. Cet ensemble est antérieur à Stonehenge, le site mégalithique bien connu d'Angleterre. De tels monuments de culte taillés dans la roche, datant de la même époque, existent dans les Rhodopes au sud de la Bulgarie et ailleurs dans le monde, comme en Arménie par exemple. Ces constructions orientées vers le soleil font penser aux premières pyramides des Égyptiens, des Mayas et des Aztèques. Cette roche sculptée dans les montagnes Rhodopes, près de la frontière grecque, reste encore une énigme, et les analyses divergent. Ce bloc monolithique est taillé en forme de pyramide. C'est un des temples sacrés les mieux conservés d'Europe du Sud-Est et d'Asie mineure. Sur sa pointe est sculpté un sarcophage. Il est incisé de canaux qui servent à écouler des liquides vers le canyon. Mais quels sont ces liquides? S'agit-il d'un autel, lieu de sacrifice, ou encore d'un lieu de culte dédié au vin et à Dionysos? Existe-t-il alors un lien entre ce site datant de 3000 ans et le calendrier solaire? Le mystère reste entier. Quoi qu'il en soit, la population locale continue de vénérer ce lieu et attribue même des vertus curatives aux fleurs cueillies au pied de l'édifice. En 1925, deux frères du village de Volchitran, au nord de la Bulgarie, bêchent leur vignoble. Soudain, l'outil heurte un bout de métal. Il y retire du sol plusieurs récipients et couvercles noircis par la terre qu'ils abandonnent, sauf un. Ils le rapportent au village pour l'offrir en service de table aux cochons. Les bêtes lèchent le métal jusqu'à le faire briller. Son éclat révèle de l'or massif d'une pureté de 23 carats. On retourne immédiatement chercher les autres objets. On se dispute, on en découpe des morceaux pour se les partager. Une partie de ce trésor disparaîtra définitivement. Après l'intervention de la police, le musée archéologique de Sofia récupère cette trouvaille, qui était extraordinaire, d'un poids total de 12,5 kg. Sa datation remonte à 1500 avant Jésus-Christ, soit plus de 5 siècles avant la date supposée de la vie de Moïse. Ces objets d'une incroyable beauté servaient-ils à l'accomplissement de rites? De quel rite s'agit-il? Qui sont les habiles orfèvres qui ont fabriqué ces trésors d'une beauté exceptionnelle? À qui ont-ils appartenu? Pourquoi ont-ils été enfouis? Était-ce pour fuir face à une menace ou pour en faire don à la terre, la déesse mère? Les réponses des historiens divergent. Le trésor de Volchitran
restera encore longtemps un mystère. Entre le trésor de Varna, datant du 5e millénaire avant Jésus-Christ, et celui de Volchitron, 3000 ans plus tard, la terre des Thraces a livré peu de secrets. Rien ou presque rien n'a été découvert. Que s'est-il passé pendant ces 2 millénaires ? L'émergence du royaume thrace est à comprendre par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'Europe à cette époque, au premier millénaire avant notre ère. On a au sud, autour de la Méditerranée, des États forts, des monarchies, des systèmes urbains comme l'Égypte, la Mésopotamie, la Grèce et bientôt l'Italie. Immédiatement au nord, on a des formations intermédiaires comme justement les Thraces, mais aussi les Scythes, les Celtes, les Ibères, qui à la fois subissent fortement l'attirance des pays du sud. L'art grec va fortement influencer l'art thrace ou l'art celte par exemple, mais ces États aussi vont réagir contre la première zone, le premier cercle, sous forme d'invasion parfois. Et puis tout à fait au nord, je pense aux Germains par exemple, on a des sociétés qui vont continuer le mode de vie traditionnel du néolithique, de l'âge du bronze, sous forme de chefferie, mais très peu différenciées, qui donc ne vont pas produire d'art pour les élites. Et donc toute l'histoire de l'Europe au premier millénaire, c'est ce jeu entre ces trois cercles. Qui sont réellement les Thraces ? Pourquoi, jusqu'à nos jours, ne savons-nous que très peu de choses sur leur culture ? Les Thraces n'ont pas laissé une écriture. Ce sont les textes des Grecs anciens, des Romains, des Byzantins, qui nous permettent de mieux les connaître. Leur terre porte le nom de la nymphe légendaire Thrake. Thrake était prophétesse et guérisseuse. Homère témoigne dans l'Iliade sur la puissance des Thraces alliées aux Troyens lors de la guerre de Troie. Les Thraces, récemment arrivés, sont à l'écart, aux extrémités du camp, et le roi, Rhésos Éonide, est avec eux. J'ai vu ces grands et magnifiques chevaux. Ils sont plus blancs que la neige et semblables au vent quand ils courent. Et j'ai vu son char orné d'or et d'argent et ses grandes armes d'or, admirables aux yeux, et qui convient moins à des hommes mortels qu'aux dieux qui vivent toujours. Hérodote le souligne au 5e siècle avant notre ère. Il écrit « Le peuple thrace est après le peuple indien le peuple le plus nombreux de tous. S'il était gouverné par un seul chef et s'il était uni, il aurait été, à mon avis, invincible et plus fort que tous les autres peuples. » La Thrace n'est pas un peuple unique. Elle est constituée par une mosaïque de tribus, les Gètes, les Tribales, les Odryses. Et Thucydide, qui est un historien grec du 5e siècle, qui était condamné à mort pour trahison, se réfugier en Thrace où il va vivre une vingtaine d'années, et sa famille exploite des mines d'or. Et il est impressionné par le royaume des Odryses, fondé par Thérès au 5e siècle avant Jésus-Christ, et Thucydide écrit « Parmi les royaumes d'Europe qui se situent entre la mer Ionienne et la mer Noire, celui des Odryses est le plus grand par la taille de ses revenus et de ses richesses. » Et au début du IVe siècle avant notre ère, le trésor royal Odryse est évalué à 260 tonnes d'objets en métal et de pièces de monnaie, ce qui est un chiffre considérable pour l'époque. En ce qui concerne le savoir-faire, les arts des Thraces qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous, comme la danse, la poésie orale ou les connaissances médicales, nous disposons de légendes et de textes plus récents. La Thrace y est présentée comme le pays des muses, la patrie des premiers musiciens et poètes connus. Orphée, personnage central de la culture thrace, est aussi un guérisseur célèbre, fondateur d'une philosophie-religion prônant l'union de la nature avec l'univers.
Dans l'Antiquité, les Thraces sont connues par son foi à l'immortalité. L'origine de cette croyance est peut-être le roi légendaire Zelmoxis. Selon la mythologie, il s'est fait construire une chambre souterraine en forme de tumulus, dans laquelle il s'enferme. 4 ans plus tard, lorsqu'il reparaît dans le monde de la lumière, les Thraces sont convaincus de l'immortalité. Cette foi en l'immortalité contribue à leur bravoure, soulignée par tous les auteurs de l'Antiquité. À sa mort, le roi est enterré et sa tombe ensevelie sous une énorme masse de terre. Ces tertres sont des constructions très répandues en Eurasie et en Méditerranée. Ils représentent le modèle du cosmos et symbolisent la colline primitive de la création. Sont-ils des sanctuaires consacrés à la divinité, pouvant cacher des salles sacrées? Récemment, la mission tracologique pour l'étude des tumuli a réalisé une série de découvertes exceptionnelles à 130 km au sud de Sofia, dans une région baptisée la vallée des rois Thraces. Plusieurs de ces collines ont livré de riches symboles du pouvoir royal. Nous avons constaté que les grands tumuli étaient construits par des amoncellements de terre et servaient de temples sacrés. À l'intérieur, les grands tumuli ont donc été aménagés en temples. C'est une tradition qui provient de Mycène, à la fin de l'époque de bronze. À Mycène, les tumuli existaient naturellement, et l'on creusait des temples à l'intérieur. En Thrace, il n'y a pas de colline naturelle. Les Thraces ont donc construit des tumuli dans la campagne et les ont sacralisés. Ils ont creusé des temples et les ont utilisés pour enterrer leurs souverains. Nous savons que la Thrace est une société totalitaire dirigée par un chef suprême. En dessous, il y a l'aristocratie puis le peuple qui crée la richesse pour la communauté. Le roi doit faire preuve tous les jours de ses capacités, surtout auprès de la noblesse, car chacun peut revendiquer sa place. Les Thraces ont eu des rois, mais pas de capitale. La ville la plus connue est Seftopolis, fondée par le roi Odryse Seft III, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Elle est actuellement noyée sous les eaux d'un barrage, dans la vallée des rois Thraces. La ville a été construite avec un système très moderne pour l'époque. Les rues se croisent à angle droit et possèdent une signalétique. Elle comprend une forteresse où réside le roi prêtre. Son palais est en même temps un temple. De toute évidence, les édifices, les magnifiques temples de cette ville, sont la preuve qu'à cette époque, la Thrace avait un niveau de vie plus élevé que celui de l'Europe centrale et occidentale. Ici florissait une culture. Les souverains portaient des armures, des casques d'or et d'argent. Les chevaux étaient plus richement parés que les gens. Ils se faisaient enterrer dans de magnifiques tombeaux, alors qu'à cette époque, dans le reste de l'Europe, les hommes vivaient pratiquement sous terre, se nourrissant de viande à moitié crue dans des écuelles en bois ou en argile.
Cette magnifique genouillère d'argent appartenait à un roi guerrier. Tous les reliefs y sont dorés. La genouillère est en quelque sorte un manuel sur la mythologie et la religion thrace. Elle ne tardera pas à prendre place parmi les vestiges les plus connus dans le monde, datant de cette période. Cette couronne en or est une parure splendide, mais aussi un attribut royal. Sur le segment central, nous reconnaissons la déesse Niké, tenant une couronne similaire ainsi qu'une fiale. 29 rosaces en or entourent la couronne. Cette trouvaille archéologique se classe parmi les plus beaux spécimens de la tauretique ou art antique du travail des métaux. Ces deux ritons en argent doré sont uniques. L'un d'eux représente plusieurs scènes, dont la chasse au sanglier. Sur l'autre, on reconnaît deux griffons tourmentant un taureau à bout de force. Cette bague en or est d'une importance primordiale. Elle témoigne du fait que nous sommes en présence d'un tombeau royal. Cette scène représente l'investiture, l'intronisation du futur roi. La déesse mère lui remet le sceptre, un signe du pouvoir royal. На бъдещия цар от великата богиня майка, която му предава инсигнията, тази фиала, която се смята за инсигния на царската власт. Това, което откриваме в гроба... Dans cette tombe, nous avons également découvert des appliques en argent décorant un harnais, sur lesquels sont représentés des animaux fabuleux. La céramique grecque nous aide à dater avec précision ce tombeau. Ainsi, nous pouvons le situer au IVe siècle avant Jésus-Christ, aux environs des années 350-340. Nous supposons qu'il s'agit d'un des fils du grand roi thrace Kersablat, dont nous savons qu'il a régné sur ces terres et sur une partie du territoire de l'actuelle Turquie du Nord. Il a trouvé la mort dans une bataille contre Philippe II de Macédoine. La volonté d'ériger des monuments funéraires somptueux est commune à toutes les civilisations anciennes. La dernière demeure des hommes de haut rang se devait d'être imposante afin de les mettre en valeur après leur mort. Les monuments funéraires de la vallée de Kazanlak s'inscrivent dans cette logique. Un certain nombre d'entre eux peuvent être comparés aux monuments funéraires macédoniens que l'on appelle communément tombes macédoniennes. Un grand nombre d'éléments architecturaux et décoratifs sont comparables à ceux retrouvés dans la tombe d'un grand souverain macédonien, Philippe II, qui fut le père d'Alexandre le Grand. Il s'agissait dans les deux cas de tombeaux construits, recouverts d'un tertre de terre, que l'on appelle tumulus. On y retrouve également à l'intérieur les mêmes espaces, c'est-à-dire une chambre funéraire précédée d'un vestibule et parfois d'un couloir, mais également des grandes portes de marbre sculptées. D'ailleurs, sur une de ces portes monumentales, on peut observer deux médaillons sculptés représentant des têtes d'hommes qui rappellent les portraits connus d'Alexandre le Grand. C'est ici que fut enterré le célèbre roi thrace, Seft III, à la fin du IVe, début IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce tombeau-temple se distingue par ses dimensions imposantes. Les trois chambres sont bâties en blocs de pierre. Cette construction date de 2400 ans. Depuis, les Balkans ont subi des tremblements de terre dévastateurs. Pourtant, aucune fissure n'a endommagé les pierres, ce qui prouve les connaissances exceptionnelles des maîtres d'œuvre thraces. Il est étonnant de découvrir que le sol fut recouvert d'un tapis en tissu avec des fils d'or brillant de loin. Dans cette chambre mortuaire fut sacrifié un cheval. Son squelette est resté intact. Ici étaient exécutés les rituels de l'enterrement du souverain, avec beaucoup d'objets d'or et de cuivre, de grande valeur, appartenant à l'art grec et thrace.
Cette chambre en arrondi, avec une coupole, symbole de terre et de ciel, était vide. Un sarcophage fut taillé d'un seul bloc, de plus de 60 tonnes. Ce sarcophage fut taillé horizontalement et dessus étaient disposés les objets personnels du souverain. Sur le côté gauche, son armure et le harnais d'or qui ornait son cheval. Du côté droit, 3 grandes amphores qui sans doute étaient pleines de vin. 2 coupes en argent. On a vu sur le bord d'une des coupes et sur la poignée de l'autre des inscriptions. Ces inscriptions indiquent que ces coupes appartiennent à Seft. Sur une table rituelle était disposée une couronne d'or. Il y avait une dalle sur laquelle était représenté le dieu Thrace Zagreb, comme sur la couronne. À côté, il y avait une sorte de tasse en or avec 2 poignées, le skyphos, et 2 autres objets d'or. La plus grande découverte dans ce tombeau fut une statue de bronze représentant une tête d'homme. Cette représentation exceptionnelle reflète un homme spirituel, riche intérieurement et magnifiquement sculpté. Cette tête a été retrouvée à 7 mètres devant les façades du temple, et là nous avons compris qu'il fallait continuer nos recherches. Richement décorés, ces tombeaux sont principalement de 2 types, soit en forme de coupole, soit en forme d'abri. Ils sont bâtis en pierre, quelquefois en briques. Les 2 matériaux peuvent être associés. La coupole, comme la voûte, représente le ciel. Ces coupoles de pierre, recouvertes parfois d'or, symbolisent le monde de l'au-delà. Les tombeaux sont la plupart du temps ornés de fresques inspirées de l'idéologie royale. L'un des tombeaux les plus célèbres, découvert par hasard, est celui de Kazanlak. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. De ses murs, nous regarde le roi préparant son voyage dans l'au-delà, accompagné d'une femme, de guerriers au combat, d'invités faisant ripaille et de chars au galop. Ces fresques sont très probablement les chefs-d'œuvre de maîtres grecs, engagés par Seft III. Qui est la femme assise près du souverain ? De qui s'agit-il exactement? Sa favorite, son épouse ou la grande déesse mère qui l'emportera dans le royaume de l'au-delà? Difficile à définir. Dans un autre tombeau, pillé par les chasseurs de trésors, près d'Alexandrovo au sud de la Bulgarie, on peut observer des chasses royales mythiques. Les jeunes princes participent aux chasses à cour accompagnés de leurs domestiques et de leurs chiens. Les traces sont polygames. Aristote affirme que chaque trace a 3 ou 4 femmes, mais certains en possèdent une trentaine. Lorsqu'un seigneur meurt, ses femmes se disputent le privilège de l'épouse favorite, qui seule peut l'accompagner sur le bûcher. Les auteurs antiques admirent leur beauté. Chez les Thraces, le mariage revêt aussi une dimension politique. Les femmes sont achetées ou richement dotées pour sceller des alliances. Des princesses thraces épousent des rois étrangers, tandis que les seigneurs thraces choisissent des femmes grecques. Les textes antiques, ce sont les femmes qui entretiennent le culte des divinités. C'est peut-être ce que nous révèle cet exceptionnel tombeau du IIIe siècle avant Jésus-Christ, découvert en 1982 près de Sveštári.
dans la région de Danube, au nord de la Bulgarie. Ce tombeau présente un décor architectural unique. 10 cariatides, aux silhouettes semblables mais aux visages différents, entourent la pièce. Au-dessus de 4 d'entre elles, une peinture murale est inachevée. Elle représente la grande déesse mère, suivie de 4 servantes, tendant des offrandes et une couronne d'or à un cavalier royal. L'agencement général de la pièce n'est pas sans rappeler les sculptures grecques. D'ailleurs, les traces adoptent également les divinités grecques, ainsi qu'en témoigne le trésor de Panagyurishte. Découvert par hasard en 1949, ce trésor constitue l'un des plus beaux services à vin datés du IIIe siècle avant Jésus-Christ, 9 récipients en or massif d'un poids total de plus de 6 kilos. Le vase typique de la trace s'appelle riton. Il sert à verser le vin. Il doit probablement sa forme aux cornes que l'on utilise en guise de verre à boire. La surface est recouverte de frises représentant des divinités. On reconnaît Artémis, Héra ou Niké. Là, c'est une représentation de Dionysos, parfois considéré comme d'origine thrace. Voici une scène du jugement de Paris. Les déesses grecques sollicitèrent Zeus pour qu'il désigne la plus belle d'entre elles. Zeus, ne voulant pas prendre parti dans une affaire aussi délicate, chargea à Paris, le prince troyen, de trancher. Paris choisit Aphrodite. Pour se venger, les autres déesses fomentèrent un complot qui allait conduire à la guerre de Troie. On considère que le trésor de Panagyurishte ne constitue qu'une partie d'un ensemble destiné aux festins royaux ou, plus probablement, aux services religieux d'un lieu de culte ou de la cour royale. Le trésor découvert à Rogozin en 1986 est également très intéressant et fondamental pour comprendre les pratiques religieuses et les représentations mythologiques des Thraces. 165 récipients en argent sont déterrés dans un jardin potager. Leur poids total atteint 20 kilos. Une cinquantaine de ces vases portent des inscriptions en grec. Ces inscriptions révèlent que le trésor a appartenu à la dynastie royale tribale entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, et que plusieurs vases ont servi de cadeaux diplomatiques. Les experts ont établi que ces vases appartiennent à différents services, rassemblés sur une longue période pour former le trésor d'une famille, transmis d'une génération à l'autre. Une partie a vraisemblablement été fabriquée dans la résidence principale du roi des Odryses. Il existe des ateliers d'orfèvres à travers toute la Thrace, au 5e jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ. Ils se trouvaient dans les centres les plus peuplés, certains à proximité de nombreuses mines d'or et d'argent activement exploitées.
Nous avons découvert que ces populations souffraient de problèmes de santé identiques aux nôtres. Par exemple, cet individu avait une fracture à la clavicule. Autre exemple, cet os provenant d'un bras témoigne d'une fracture typique du mouvement que l'on effectue pour freiner une chute. Nous avons aussi trouvé des carences alimentaires. Par exemple, cette partie de l'orbite semble témoigner d'une déficience en fer, une anémie. C'était fréquent chez les populations antiques, notamment celles d'organisations agricoles. Et nous retrouvons aujourd'hui fréquemment les mêmes problèmes dans différentes parties du monde. Les traumatismes observés témoignent que ces populations possédaient des connaissances médicales. Nous voyons ainsi des fractures parfaitement réduites où l'os est très bien aligné, ce qui prouve qu'ils maîtrisaient le traitement des fractures. Soigner les blessures s'avère indispensable car le Thrace est un guerrier. Plusieurs objets découverts dans les tombeaux des souverains thraces confirment leur réputation de rois guerriers. Armure d'or, de bronze, hommes, armes, décorations de chevaux et de chars de guerre. La guerre est une activité permanente, ce que résume ainsi le célèbre roi thrace Térès. Lorsque je ne guerrois pas, je ressemble à mes palefreniers. Et même si la guerre n'était pas seulement un épisode glorieux, mais plutôt une occupation presque quotidienne, la vie suivait son cours paisible et avait ses propres héros. Artisans, maîtres d'œuvre et architectes, tout ce qu'on appelle aujourd'hui artistes. Les Thraces nobles se couvrent d'or. Ils aiment se parer d'or comme des femmes, se moquent d'eux les Grecs. Ces parures, pendentifs, pectoraux, bracelets, bagues, ceintures, constituent les attributs de leur position sociale. L'or recouvre une fonction symbolique. Il ouvre le chemin du pouvoir et de l'immortalité. C'est un pont entre les hommes et les dieux. Les trésors sont enfouis en offrande pour sacraliser la terre et la protéger des envahisseurs. Voilà pourquoi la terre thrace a conservé tant d'objets précieux. Un roi thrace ne doit pas vendre les objets de son trésor. Il se doit d'être riche à la manière du roi Midas. La légende raconte qu'il était thrace et avait la faculté de changer en or ce qu'il touchait. Les dizaines de masques connus de la péninsule balkanique sont fabriqués en feuilles d'or, ne pèsent pas plus de 100 grammes et représentent le visage des défunts. Ce masque pèse près de 700 grammes et montre une personne vivante avec un visage autoritaire, cruel même, des yeux fermés, peut-être dans un moment de satisfaction suprême. Où l'artiste anonyme puisait-il son inspiration ?
Si on regarde une carte géographique, on s'aperçoit en fait que l'Europe n'est qu'une péninsule, c'est l'ultime presqu'île de l'Asie. C'est donc une sorte de cul-de-sac qui est entouré sur 3 côtés de glace ou de mer. Et à partir du moment où l'Europe est colonisée massivement vers 6500-6000 par ces populations d'agriculteurs venus du Proche-Orient, pendant tous les millénaires suivants et jusqu'à nos jours, l'Europe sera un lieu permanent de brassage de population, d'échange de biens utiles, d'échange à très longue distance de biens de prestige. Et c'est ça l'histoire récente de l'Europe. À cette époque, il n'existe évidemment pas de route. La roue même ne sera inventée que vers 4500-4000 avant notre ère, avec le char, tout comme l'usage du bœuf et du cheval comme animal de trait. Donc les voies de passage, c'est le long des rivières ou encore les cols, comme l'ont fait les pasteurs qui pratiquaient la transhumance dans les Balkans, pratiquement jusqu'au milieu du XXe siècle et même au-delà. Des échanges commerciaux jusqu'au Danemark, en Ukraine, en Hongrie ont été mis à jour. « 2000 ans avant Jésus-Christ, par exemple, des lingots de cuivre sont importés de Chypre, distante de plus de 2000 km, par les bateaux Thraces. Les auteurs anciens rapportent que les Thraces dominent les mers à cette époque. Тези котви са обслужвали дървени кораби, които са имали по една мачта, по едно несло. Ces ancres appartiennent à des bateaux à un mât, avec voile simple, et bien sûr des rames pour 15 à 20 hommes. 15-20 гребци. Това великолепно е описано у Омир, който не различава. Homère en donne une description magnifique, où il ne distingue pas les navires des Troyens de ceux des Achéens, les futurs Grecs. On a retrouvé les dessins de tels bateaux dans beaucoup d'endroits sur notre terre. Ces navires sont largement utilisés et peuvent transporter des marchandises et du bétail. De nos côtes, ils naviguent jusqu'à la Grèce mycénienne, c'est-à-dire la péninsule du Péloponnèse et la grande île de Crète. До Микенска Гърция, което означава днешния полуостров Пелопонес и големия остров Крит. Les sources écrites anciennes décrivent les Thraces comme un peuple qui a plutôt recours à la piraterie qu'au transport des marchandises. Le développement de ces échanges requiert l'utilisation de la monnaie. Du 4e au 3e siècle avant Jésus-Christ, les tribus thraces utilisent des drachmes et des statères de l'île grecque de Tassos. Les rois thraces les plus riches battent leur propre monnaie. Ils frappent par la suite des pièces en bronze destinées aux besoins de la population locale. Dans la plupart des cas, les pièces d'or et d'argent sont utilisées pour des échanges plus importants et des contrats internationaux. On se sert de symboles locaux, tels que le taureau, le cheval et la hache à double tranchant, typiques de la culture, des croyances et des rites thraces. La civilisation thrace et son système politique et économique auraient pu continuer à se développer, à déboucher sur des royaumes plus vastes, sur un empire, mais il y a eu des accidents extérieurs. Il y a eu la conquête macédonienne avec Philippe et Alexandre le Grand, il y a eu des incursions de l'empire perse, et puis surtout, il y a eu la conquête romaine qui va être définitive et qui va établir l'empire pendant 4 siècles sur l'ensemble de l'Europe du Sud. Spartacus, l'initiateur de la plus grande révolte d'esclaves dans la péninsule italienne en 71 avant Jésus-Christ, a été le dernier gladiateur thrace célèbre. Après avoir longtemps marqué leur époque, que sont-ils devenus ensuite? Difficile à dire. Ils se sont probablement fondus dans les peuples venus s'installer plus tard dans les Balkans. La terre des Thraces
témoignent toujours du génie de ce peuple mystérieux. Pillé par les chercheurs de trésors, refondu, revendu au cours des siècles, l'or des traces semble inépuisable. Avant de refermer ces pages, laissez-moi vous conter une dernière histoire. Alexandre le Grand serait venu consulter les prêtres thraces pour connaître son avenir. En remerciement, il leur aurait offert un char en or pesant 800 kilos. Selon la légende, ce char serait toujours caché dans les montagnes bulgares. Peut-être sera-t-il l'une des découvertes les plus extraordinaires que nous réserve la terre mystérieuse des Thraces. De nouvelles fouilles archéologiques nous réservent certainement des surprises fabuleuses. Elles font reculer les limites de l'histoire, alors que des centaines de tumuli, de grottes et de sanctuaires restent toujours inexplorés. Quelle découverte extraordinaire nous réserve encore la terre mystérieuse des Thraces.